Bonjour et bienvenue à nouveau dans cette émission La vie du 13, c'est l'épisode numéro 4. Je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode et pour pouvoir partager avec vous l'ensemble de ce que je peux penser de l'actualité politique, qu'elle soit nationale ou locale. Sans transition, générique. Bienvenue à nouveau. Ce que je voulais vous dire cette semaine, beaucoup de choses. La première, c'est que nous avons toujours, d'un point de vue politique, un mouvement qui, comme vous l'avez constaté, qui a embrasé l'ensemble de la société et qui est en train à nouveau de reprendre des forces. On a des gilets jaunes qui aujourd'hui déferlent sur les rues de France, qui occupent des ronds-points, qui mettent justement en difficulté le gouvernement. Alors le gouvernement, il nous a quand même sorti quand même pas mal d'affaires. Alors vous avez vu ces derniers jours ce que Castaner a essayé de faire croire, que des gilets jaunes seraient en train d'attaquer un hôpital. Et on a vu que les fake news n'étaient pas simplement issues de sources un peu obscures, mais ça peut être des fake news gouvernementales tout à fait homologuées. Donc nous ne sommes pas dupes. Nous pensons que ce mouvement va continuer parce que les questions fondamentales pour lesquelles se battent les Gilets jaunes sont encore d'actualité et que Macron n'a pas pu répondre à la hauteur justement de la crise sociale, à la hauteur de la crise environnementale et également de la crise démocratique que traverse le pays. Donc ce mouvement, il est structurel et nous continuons à le soutenir de toutes nos forces. Au niveau du 13e arrondissement, j'aimerais vous parler quand même de quelque chose qui traversait mon esprit depuis un moment. C'est notre député de la 9e circonscription de Paris, M. Bountan. Alors j'étais le concurrent de M. Bountan en 2017 lors de l'élection législative et j'ai perdu à 55-45% au second tour contre lui. Donc ce n'est pas la question de la légitimité de son élection qui est en cause, quoique ça s'est fait dans un contexte où Macron venait d'être élu président de la République et qu'il était très compliqué, a fortiori à Paris, de voir un député d'une autre couleur et d'une autre étiquette que la République en marche être élu. Ceci étant dit, ça n'est pas le sujet. Mais peut-être que nous devrions lancer un avis de recherche pour trouver M. Bountan. Parce que M. Bountan, non seulement est absent du 13e arrondissement, et on s'est dit en toute bonne foi que peut-être qu'il était très occupé à l'Assemblée à travailler dans l'intérêt de la population, que nenni, nous avons cherché effectivement ces statistiques de présence et de proposition au niveau de l'Assemblée, et là c'est un peu l'encéphalogramme plat. Donc comme vous pouvez le voir dans le graphique devant vous, M. Bountan est extrêmement absent de l'Assemblée nationale et c'est un problème. C'est un problème démocratique, c'est un problème aussi de représentation de nos concitoyens, des habitants du 13e arrondissement. Et si on prend au hasard n'importe quel député de la France Insoumise, et pour comparer ces statistiques par rapport à celles de notre député Bountan, eh ben, je pense que la comparaison est assez édifiante et qui montre qu'effectivement, des élus de la France Insoumise sont bien plus utiles que tout ou même un groupe de députés En Marche, tous réunis en même temps. Donc voilà, ce que je dis sur M. Bountan, on peut le dire d'une manière un peu différente par rapport au maire du 13e arrondissement. Qu'on se comprenne bien, on n'est pas du tout dans une attaque de personne, mais nous essayons de réfléchir à une façon de faire de la politique, une façon de défendre des idées, et donc on se situe dans ce débat-là et pas dans autre chose, pas dans des attaques personnelles. En revanche, lorsque M. Koumé, le maire du 13e arrondissement, cite la phrase que vous voyez, et qu'il traite des gilets jaunes de cons. Si les cons volés, Jérôme Rodriguez serait chef d'escadrille. Et bien là, nous pensons qu'il y a un problème, parce que lorsqu'on tombe dans l'injure, c'est-à-dire qu'on commence à devenir à court d'arguments politiques, et qu'on commence à montrer une certaine vulnérabilité, une certaine faiblesse. Et là, c'est un problème parce que ça découle aussi d'un sentiment important, c'est que M. Koumé donne l'impression, mais peut-être que je me trompe, qu'il est dans un mépris de classe permanent, d'un mépris social permanent. Quand il est obligé d'insulter les gilets jaunes, comme il les voit, comme par exemple lorsqu'il y a eu la manifestation dans le 13e arrondissement, regardez toutes les phrases qu'il a pu citer, tous les tweets qu'il a pu citer, pour lui, évidemment, l'attaque de l'hôpital ne faisait aucun doute, et puis même l'attaque de l'école Fagon ne faisait aucun doute, alors que très sincèrement, sur l'école Fagon, on a cherché, on n'a pas trouvé grand-chose. Donc cette obsession des gilets jaunes chez M. Koumé est quand même particulièrement inquiétante, et elle est particulièrement inquiétante parce que nous pensons aussi qu'il a d'autres choses à faire que de distiller son venin en permanence
à destination des classes populaires qui manifestent pour des conditions de vie plus décentes et pour pouvoir vivre tout simplement plus dignement avec leur famille. Et toujours dans la continuité de ça, nous avons l'habitude, comme vous le savez, d'organiser un certain nombre de tournées dans les quartiers du 13e arrondissement à l'invitation d'associations, de commerçants, d'habitants, pour pouvoir parler de la vie quotidienne des habitants, des commerçants et d'autres personnes de ces quartiers-là. Et il y a quelques jours, nous étions dans le quartier de la Porte de Choisy. Alors, très franchement, lorsqu'on revient de ce genre de visites et de rencontres, on ne revient pas complètement indemne, en tout cas on revient totalement changé. Et ce que j'ai pu apercevoir dans ce quartier, ce qu'on m'a raconté, ce qu'on m'a relaté, c'est quand même assez hallucinant. Figurez-vous, dans un quartier qui se situe entre le boulevard Masséna et le périphérique, il y a un quartier, il y a des gens qui habitent, il y a des commerçants, il y a des gens qui travaillent. Et bien figurez-vous qu'on a un quartier qui est resté sans éclairage public pendant des mois. Qui pourrait supporter ça? Figurez-vous que la chaussée, la rue est complètement défigurée par les travaux du tram T9 et que c'est dans un état de saleté incroyable avec tout ce que cela engendre, à la fois en termes d'insécurité physique pour les gens, parce qu'il y a des gens qui peuvent trébucher, il y a des gens qui peuvent tomber, et puis il peut y avoir aussi toute une série de détritus qui s'accumulent et qu'il n'y a personne qui les évacue, mais également l'absence de lumière publique, mais c'est quelque chose de totalement insupportable. Donc il y a des rats. Il y a des rats qui prolifèrent dans ce territoire-là. Alors bien sûr qu'il y en a partout à Paris, mais alors là de manière particulière, que les habitants ils les voient. Nous avons eu beaucoup de choses, et j'aimerais le dire parce que j'ai pris l'engagement d'en parler à chaque occasion que j'ai, pour justement dénoncer cet abandon que je pense, et ce sentiment d'abandon que je pense légitime, que ressentent les populations. Et en tout cas, nous, on fera tout ce qu'il faut pour en parler et aussi pour venir en aide à la population avec les moyens qui nous sont offerts et qui nous sont possibles. Dernière chose, parce que ça n'est pas anodin. Lorsqu'on parle des enfants et lorsqu'on parle des écoles, alors il y a une école toujours à la Porte de Choisy qui contient des odeurs pestilentielles toute la journée que les enfants n'arrivent pas à respirer correctement, donc ça c'est un problème. Et puis il y a l'école Émile Levasseur. Et m'a-t-on dit à l'école Émile Levasseur, selon un parent d'élève qui a donc son enfant là-bas, que les toilettes sont inutilisables par les enfants, et donc elles sont interdites pour les enfants, parce qu'il y aurait des fissures dans les murs et qu'il y a un risque d'effondrement manifeste. Alors je ne sais pas ce que fait la mairie. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que si c'était l'école de vos enfants à vous, vous attendriez des mois et des mois pour peut-être faire des travaux dans une école où il y a un risque d'effondrement? Tout ça, c'est scandaleux. Et je pense qu'il faut vraiment que les pouvoirs publics, que la mairie du 13e, mais la mairie de Paris aussi, parce que c'est elle qui est concernée aussi par la question des écoles, se bougent un peu. Ces habitants existent. Ce sont des êtres humains qui ont des enfants, comme vous, comme moi. Et donc je pense qu'on ne peut pas permettre que ce genre de choses continue à exister. Donc tout mon soutien pour les habitants, on fera tout ce qu'il faut, tout ce qui est dans notre pouvoir de faire, et franchement honte vraiment à toutes les personnes qui ont laissé faire ces situations-là et qui s'en foutent éperdument du sort des populations. Un autre point aujourd'hui, parce que nous avions fait la semaine dernière un point historique sur le 13e, mais nous avions fait aussi un point sur le centre dentaire Georges Eastman. J'aimerais revenir en fait sur cette question de centre dentaire Georges Eastman, donc qui se trouve rue Georges Eastman, mais aussi du côté du parc de Choisy, pour tracer quand même une question, un argumentaire en plus. Pourquoi il faut le maintien de ce centre dentaire? Pourquoi c'est important? Revenons à un petit point historique. Ce centre a été créé et a ouvert en 1937. Donc c'était le philanthrope américain George Eastman, qui, juste pour l'anecdote, était l'associé de M. Kodak. Vous savez, Kodak, la pellicule photographique, donc il a fait fortune grâce à des brevets justement sur les questions de la pellicule. Et M. Eastman s'est donné comme objectif d'ouvrir un centre dentaire dans chaque capitale européenne dans le but de réduire justement les problèmes de santé dentaire et de carie dentaire auprès des enfants. Et donc il a ouvert ce centre en 1937 à Paris. La seule ville en Europe où il n'a pas ouvert de centre, c'était Berlin. Et pour une raison simple, c'est que M. Eastman était un anti-hitlérien convaincu, donc il a décidé que, comme à l'époque, c'était les nazis qui étaient au pouvoir, qu'il n'allait pas ouvrir de centre à Berlin. Et aujourd'hui, on a un héritage historique. On a un monument, un bâtiment qui est classé monument historique, et tout ce qu'on veut faire, c'est de brader ça à des promoteurs immobiliers, alors que la volonté de M. Eastman, c'était justement de faire en sorte que ce centre dentaire continue à vivre, et continue dans les mêmes conditions qui ont été à l'époque. D'autant plus que, comme on l'a vu la fois dernière, il n'y a pas de raison
rationnel sur cette question de faire bouger les personnels. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que c'était important de le dire. Toujours dans le cadre de tout ce qui est histoire du XIIIe, puisqu'on en est à parler du parc de Choisy, sachez que dans le parc de Choisy, il y a un arbre, comme vous pouvez le voir derrière moi à l'image, qui date depuis très longtemps. Ça s'appelle l'arbre de la liberté au parc de Choisy. Et je voulais juste un peu partager avec vous cette histoire que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. C'est un arbre qui a été planté en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Cet arbre-là était à l'occasion des 150 ans de la Révolution française. Sauf que les nazis, lorsqu'ils occupèrent Paris en 1940, ils ont complètement déraciné cet arbre que vous voyez. Arbre qui a été replanté après la Libération, donc en 1945, justement par la mairie du 13e arrondissement. Donc voilà, c'était juste pour rendre hommage aussi à cet arbre, qui fait partie des éléments du vivant, n'est-ce pas? Mais aussi à toutes les personnes qui ont résisté pendant cette époque-là et qui se sont battues contre l'occupation nazie, contre les idées nazies et qui ont rejoint la résistance. Encore une fois, on ne le fera jamais assez. Hommage à eux parce qu'on leur doit notre part de liberté et notre part de droits sociaux et de droits démocratiques dans ce pays. Je vais terminer cette émission juste avec quelque chose qui est très important. Bientôt, il y aura des élections européennes. Ces élections européennes vont se dérouler donc le 26 mai prochain. Il reste quelques jours. Je lance vraiment un appel à toutes les personnes qui m'écoutent et qui me regardent. C'est important d'aller voter, les amis. Ne nous laissez pas tomber, c'est très important. Aujourd'hui, si Macron sort victorieux de cette séquence électorale, ça sera un coup de bambou pour nous tous qui nous battons contre sa politique depuis des mois et des mois. Si jamais on laisse le Front National, ou le Rassemblement National qui s'appelle maintenant, gagner de cette séquence électorale, on leur donne aussi une occasion de pouvoir distiller leurs idées nauséabondes. Il est très important de faire en sorte que les idées de la France Insoumise, que les idées du programme L'Avenir en commun soient les plus hauts possibles et d'envoyer le maximum de députés européens justement dans l'institution européenne pour pouvoir tout simplement défendre les opinions que nous avons, pouvoir défendre notre programme et surtout nous raconter tout ce qui se trame dans cette institution antidémocratique et se battre ensemble contre les politiques libérales de cette Union européenne, contre les politiques anti-écologiques de cette Union européenne et contre les politiques antidémocratiques de cette Union européenne dont M. Macron est le simple exécutant, justement, puisque sa politique est quasiment le copier-coller de l'ensemble des directives européennes. Donc, le 26 mai, on y va avec la pêche et on vote France Insoumise. Allez, à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas toujours fait. Des petits coups de pouce, ça fait toujours plaisir. Parlez-en autour de vous, transmettez, partagez la vidéo. Allez, je vous dis au mois prochain et j'espère qu'on se reverra dans des conditions où la France Insoumise aura réalisé un très grand score à l'occasion des européennes. Allez, à bientôt.